bonjour d'abord à toutes et à tous, et puis d'abord un premier remerciement. Enfin, je ne sais pas si je dois tout à fait remercier, je ne sais pas à qui je dois d'être là exactement à cet instant ce soir, mais évidemment c'est un cadeau, que ça m'a donné le plaisir d'être avec vous depuis 2 jours, mais ça ne vous échappera pas que c'est un cadeau un peu empoisonné, pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que c'est forcément difficile de faire la synthèse d'une série de communications, de conférences, d'ateliers sur des sujets qui sont quand même, je ne voudrais pas dire éclectiques, mais quand même extraordinairement variés. Donc je m'amuserai à la fin à essayer de trouver un fil conducteur, ou en tout cas un dénominateur commun à ces différentes manifestations. Et puis la deuxième, et Gilles le disait, compte tenu évidemment de cette richesse, il y a eu plusieurs ateliers qui se sont tenus simultanément, et malgré une certaine mobilité, il ne m'a pas toujours été possible d'assister à tout. Donc que les quelques rares, j'espère, personnes qui se sont donc exprimées n'entendent pas tout à fait mon propos sur leur sujet, veuillent bien m'en pardonner. J'ai essayé de l'éviter au maximum, mais sans y parvenir tout à fait. Alors, ce petit préambule étant dit, je vais simplement vous dire un mot en trois parties, c'est assez classique. La première, et sans doute la plus longue, sera une restitution rapide, je vous rassure, de chacune, ou en tout cas, comme je viens de le dire, de l'essentiel des communications, 1 ou 2 minutes pour chacune. Et dans un deuxième temps, ça serait très prétentieux d'imaginer, de faire une synthèse et avec, donc, comme je le disais, de définir a posteriori et de façon très artificielle un fil conducteur que j'inventerais, mais plutôt, ou apporter, a fortiori, apporter des réponses, mais plutôt poser quelques questions qui m'ont effectivement frappé à l'écoute des diverses communications et autour d'un thème que j'essaierai de dire, sur lequel j'essaierai de dire quelques mots assez rapidement, autour, pas dans un sens négatif, mais dans un sens un peu dialectique, de la notion de contradiction. Et des contradictions qui, peut-être, sont en elles-mêmes porteuses d'un certain nombre de réponses. Et puis, quelques mots simplement classiques de conclusion. Alors, pour ce qui est de la restitution et en quelques mots donc des synthèses des interventions, la première journée, donc hier, a été organisée pour l'essentiel en 2 grandes parties. Il y a des sous-parties, mais 2 grandes parties qui, a priori, n'ont pas nécessairement grand-chose à voir l'une avec l'autre, puisque d'un côté, il s'agissait de discussions, débats, conférences autour de la pierre, je vais y revenir, et d'un autre côté, un ensemble de conférences et ateliers autour de la figure très particulière qui est celle de l'architecte Antti Lovág, dont on peut dire au moins à l'évidence que la pierre, encore que, n'était pas le matériau de référence, ou en tout cas celui qu'il utilisait. Mais pourtant, il y a peut-être des connivences. Et puis, deuxième partie aujourd'hui, enfin la deuxième journée, sur laquelle je reviendrai. Alors, je ne vais pas forcément aller dans un ordre tout à fait chronologique par rapport à la journée, mais plutôt reprendre ces 2 grands thèmes, la pierre et Antti Lovág, parce qu'aller de l'un à l'autre serait sans doute un peu confus. Alors Robert Jourdan, donc conservateur régional des monuments historiques et qui a été un des acteurs, je sais, très associé à l'initiative de ces journées, a fait en quelque sorte une conférence d'introduction sur un thème qu'il avait intitulé, c'est lui qui le dit, Pierre et identité, et où il a rappelé que la pierre était, d'une certaine manière, associée à la mémoire de l'homme et depuis des temps immémoriaux. J'ai envie de dire que dans certains secteurs géographiques particuliers, dans l'Europe du Sud, je ne suis pas sûr que nos amis scandinaves diraient la même chose par rapport à leur patrimoine, mais enfin, sur une large partie de la planète, c'est vrai que la pierre est le témoignage des cultures, des histoires, pour des raisons d'usage noble du matériau, et c'est ce qu'il a développé, mais aussi, et ça c'est une suggestion que je fais, aussi parce que la pierre, et l'homme évidemment, surtout par rapport à la pierre, l'a défendu. Parce que quand on regarde l'histoire des villes anciennes, et ça c'est pas seulement en Europe, restent aujourd'hui les édifices en pierre.
mais on sait bien que la physionomie d'une ville médiévale, en France en particulier, par exemple, était très probablement, on n'a pas des certitudes absolues dans le détail, mais quelques édifices en pierre et avec autour une architecture plus modeste, une architecture vernaculaire qui était très souvent en bois et qui a disparu. Et donc l'image de ces villes de pierre, telles qu'on peut les avoir aujourd'hui, pour ne prendre qu'une grande capitale comme Paris, évidemment est une image fausse et où la pierre finalement a pris cette importance. Et à un autre bout de la planète, il y a un exemple totalement qui est presque une caricature, c'est la cité d'Angkor, par exemple, où la cité d'Angkor est vue aujourd'hui comme étant un ensemble de temples de pierre, alors qu'il s'agissait de temples d'une grande cité qui était entièrement construite en bois. Le bois a disparu, reste la pierre, et évidemment, il y a une forme d'inversion de cette mémoire. Après cette introduction, donc alors, je n'ai malheureusement pas pu assister à l'intervention sur l'archéologie des médias et que ces participants veulent bien m'en excuser, mais je ne peux pas me permettre de parler de ce que je n'ai pas entendu. J'étais au même moment dans le groupe Antilovac sur lequel je reviendrai. Et l'autre grand sujet, qui était alors l'après-midi sur la pierre, était... Alors, sur le matin, après Robert Jourdan, nous avons eu deux interventions, excusez-moi, qui étaient assez différentes et évidemment plus techniques. Claudine Malfilade dans un premier temps et Philippe Bromblé dans un deuxième ont abordé la question alors d'une autre forme d'identité de la pierre, mais qui était le travail scientifique, pour l'essentiel, d'arriver à caractériser la pierre. Et alors, Claudine Malfilâtre, sur un assez joli thème qui était celui de l'ADN de la pierre, a expliqué comment, à partir de la thèse qu'elle avait faite, elle était arrivée à des mécanismes assez normalisés de caractérisation de la pierre sous forme de fiches d'identité, avec une question, et qui n'a pas manqué d'être posée par un interlocuteur assez ambigu, enfin avec une conséquence, en tout cas la question n'était pas ambiguë, c'était la conséquence. L'idée de départ de cette caractérisation fine des pierres françaises, et commandée d'ailleurs, enfin en tout cas soutenue par un centre dont je ne connaissais pas l'existence, le CTMNC, qui est le Centre technique des matériaux nationaux de construction, ce que j'ai appris. L'idée était d'arriver à caractériser de manière extrêmement fine une nature de pierre pour montrer que souvent une pierre achetée quelque part dans le monde, en Chine ou en Afrique du Sud, avait son équivalent près de nous et donc dans l'intérêt commercial de pouvoir utiliser des pierres plus locales. Évidemment, la question n'a pas manqué. Le risque inverse n'est-il pas le plus important? C'est que si on sait que l'on a une pierre locale évidemment plus chère pour des raisons de main-d'œuvre que la même qui se trouve en Chine, l'outil très intéressant en tant que technique ne risque-t-il pas d'être perverti? Philippe Bromblé, lui, alors ensuite, alors elle nous a donné un certain nombre de détails, mais évidemment je ne peux pas tout reprendre. Philippe Bromblé et David Desantiers donc, nous ont parlé d'un projet que nous sommes ici quelques-uns à bien connaître et qui est une expérience extrêmement intéressante, qui est celle de la création. La création existe aujourd'hui, c'est en pleine phase de croisière et d'existence, qui est l'Observatoire Pierre Sud. Alors, je n'ai évidemment pas le temps de résumer une action assez complexe menée en partenariat entre les administrations de la culture, enfin, du patrimoine des deux régions Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur, en partenariat étroit avec donc le CICRP de Marseille, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, d'où le rôle de Philippe Bromblé, et le BRGM, qui est l'organisme que vous connaissez également de recherche, Bureau de recherche géologique et minière, et qui est en France un des acteurs majeurs en matière de recherche géologique et donc par nature concerné par la question des pierres. Et Pierre Sud, l'objectif de Pierre Sud est de constituer d'abord une bonne connaissance de l'existence des pierres dans le patrimoine de ces deux régions. Pour l'instant, le panel est celui de ces deux régions, Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur, avec
une analyse des pierres constitutives, je vous cite les chiffres, 3675 monuments historiques, 752 sites archéologiques et 173 objets mobiliers. Bon, c'est le panel qui a été choisi. Et à partir de cet ensemble, faire un travail de caractérisation très fin des matériaux, pierres, qui en sont constitutifs, et ensuite établir évidemment tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire définir les lieux d'exploitation, d'origine ou existant encore ou pas, et de mettre tout cela dans une base de données et un site internet qui nous a été présenté. Exercice évidemment extrêmement intéressant pour la connaissance d'une part, mais aussi et surtout pour les restaurateurs ou les conservateurs qui seront amenés à intervenir par la suite. Donc ça, c'était le travail du matin sur l'identité de la pierre. Et en pendant de ce travail, l'après-midi, un atelier tout à fait intéressant, mais pas redondant, sur la question, alors évidemment complémentaire, c'est bien de connaître la pierre, mais une fois qu'on connaît, qu'est-ce que l'on fait? Et la question était, la question générique, quelle démarche adopter pour substituer les pierres d'un édifice? Alors là, 5 personnes participaient à cet atelier, et représentant, 5 personnes différentes naturellement, mais représentant surtout des points de vue, des métiers et des expériences à la fois différentes et complémentaires. En un mot, Robert Jourdan, pour le conservateur, l'idée de substitution était de dire on substitue le moins possible. L'objectif du conservateur est d'arriver, même si on sait que c'est un objectif impossible, mythique, à ne pas c'est une forme de doctrine, évidemment, on peut en débattre, mais en tout cas, pour le conservateur, l'objectif est de conserver par définition au maximum, mais reconnaissant, c'est une évidence pragmatique, que parfois il faut substituer. Le scientifique, Philippe Brombley, a porté un autre point de vue en disant il faut ou pas substituer, ce n'est pas le rôle du scientifique de se prononcer. En revanche, il appartient au laboratoire d'analyser les raisons pour lesquelles une pierre est arrivée à un tel état de dégradation qu'il faut la remplacer. Puisque par définition, si on veut la remplacer dans notre convenance actuelle, dans nos convenances, notre norme culturelle actuelle en matière de patrimoine, évidemment, le remplacement ne se fait que quand c'est une nécessité. Donc pourquoi doit-on remplacer? Si on remplace, c'est qu'il y a eu un problème. Et donc, la solution basique consistant à dire on remplace par la même chose que ce qui s'est abîmé n'est pas forcément la bonne solution, puisque parfois, et évidemment les constructeurs anciens faisaient aussi des erreurs involontaires, et ils donnaient l'exemple de tel ou tel type de pierre qui peuvent être remplacées par la même, mais avec des caractéristiques géologiques légèrement différentes. Par exemple, des grès qui ne contiennent pas d'argile ou très peu, alors que le grès utilisé à une époque ancienne contenait des argiles qui avaient, sous l'effet de l'humidité, s'étaient dilatées et avaient fait exploser la pierre. Donc, un point de vue non pas du tout contradictoire, mais très complémentaire avec le premier. François Botton, et j'y reviendrai par la suite d'une manière un peu plus large, a mis l'accent sur plusieurs points, mais notamment un en particulier, qui était cette forme de contradiction dans laquelle se retrouve le maître d'œuvre, donc le prescripteur, l'architecte, qui a d'un côté une quantité d'outils extraordinaires à sa disposition sur le plan scientifique, technique et autres. Alors on connaît la pierre d'une façon parfaite, on connaît toutes ses caractéristiques physico-chimiques, sa capacité d'absorption, de tension, de compression, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Dans le même temps, lui disant, en même temps que l'on connaît tout cela, on a de moins en moins de pierres utilisables sur le marché parce que, à l'évidence, vous le savez tous, pour des raisons économiques, la question de l'exploitation est de plus en plus difficile. Et on connaît tous, pas besoin d'avoir un siècle d'âge, des carrières qui ont fermé il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans. Bon, un débat a eu lieu sur cette question. Le quatrième témoin était un compagnon qui, lui, a beaucoup plus axé la question sur évidemment le savoir-faire, le geste autour du matériau pierre, et appelant de ses voeux que ce savoir-faire soit lui-même une forme. On est tous d'accord, la question n'est pas tant de le dire, la question est de savoir comment le faire, que ce savoir-faire était en lui-même un patrimoine,
Et on se retrouve là avec un des paradoxes, je peux parler de contradiction, mais sur lequel je reviendrai en conclusion, comme je vous l'ai dit. Conserver la pierre par des méthodes chimiques pour l'essentiel, ou de traitement, ou d'injection, évidemment, a une conséquence, c'est de diminuer le travail de la taille de la pierre, et avec ce risque presque diabolique de se retrouver, en faisant bien, à perdre un savoir-faire qui, jusque grosso modo au début du XXe siècle, n'était pas tellement une question, et qui depuis, évidemment, un peu plus d'un siècle, en est une extrêmement préoccupante. Donc, paradoxe, la substitution de la pierre, en dehors de la question du point de vue du conservateur, est à soi, tout seul, une manière de conserver une autre forme de patrimoine immatériel qui est celui du geste, qui est celui du compagnon qui fait le travail. Et enfin, je ne suis pas sûr que c'était l'ordre exact, mais peu importe, il y avait un carrier, un exploitant qui a expliqué, bon, tout le monde avait plus ou moins l'intuition de ce qu'il racontait, mais en expliquant d'une manière précise quelles étaient les contraintes d'un exploitant de carrière, en l'occurrence un exploitant de carrière privée. Vous savez qu'aujourd'hui c'est extrêmement rare. Un grand groupe dont je ne citerai pas le nom détient le monopole à peu près absolu de toutes les carrières de France et de Navarre. Là, ça n'était pas le cas. C'était un carrier régional, principalement en exploitant de pierres du Gard, donc pas loin, mais de plusieurs types de pierres différentes, et expliquer quelles étaient les difficultés, alors naturellement économiques, mais pas seulement, également techniques, dans la relation au prescripteur, dans le choix des bancs, et des sujets évidemment tout à fait intéressants. Je ne resterai pas plus longtemps sur la pierre, sinon pour dire qu'un certain nombre qu'il a été alors abordé la question, et notamment par François Botton, de la pierre de substitution, où il a montré comment, dans un certain nombre de cas, il pouvait être imaginé, et donnant des exemples à l'appui, je pense en particulier au Fort Saint-Jean à Marseille, dans le cadre de la grande restauration liée au projet du MUSEM, où beaucoup de parties ont été... de la pierre a été utilisée, mais avec toute la difficulté de la pierre de la couronne, il en a parlé, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais sur la question de la pierre de substitution, et en quelque sorte, donc pas de pierre de substitution, de pierre artificielle, qui, selon des méthodes calculées, scientifiques, ayant des compositions physiques et chimiques assez proches de la pierre d'origine, permettaient à la fois de ne pas continuer à exploiter certaines carrières, soit qui sont fermées, soit qui sont très menacées, et en même temps avec une sorte d'approche un peu entre guillemets innovante. Tout cela s'est terminé par un débat un peu houleux, mais après tout, c'était pas forcément désagréable que tout le monde ne soit pas dans le consensus. De mon point de vue, je crois ne pas être le seul à le penser, un peu autour d'un malentendu de terminologie par rapport à cette question du mot, enfin de l'usage du terme pierre naturelle. Évidemment, qui dit pierre naturelle dit qu'il existe une pierre artificielle. Ce sont des mots qui sont couramment utilisés dans le commerce aujourd'hui, chez les marchands de cheminées, de dallage ou les aménageurs en construction neuve. Il va sans dire, je le dis en souriant, mais que dans le domaine du patrimoine, quand on parle de pierre, on ne parle jamais de pierre naturelle. La pierre, c'est de la pierre. Et quand on veut préciser qu'il s'agit d'un composant de synthèse venu en substitution, on parle à ce moment-là effectivement de pierre reconstituée, mais on n'oppose jamais la notion de pierre naturelle à pierre reconstituée. Je saute, et pour terminer sur cette première journée, à la question, on ne va pas être trop long, évidemment c'est assez long, de Antilovac. Je ne serai pas très long sur Antilovac, mais c'était évidemment tout à fait passionnant. Là, il s'agissait d'un exercice radicalement différent, avec un public, et je ne le dis pas de manière critique, mais qui était extrêmement réduit, qui se réduisait en gros aux intervenants et à leurs conjoints. Donc ça faisait un peu plus. Il y avait 7 ou 8 intervenants et il y avait 15 participants en tout. Donc une sorte de petit groupe, et ne voyez aucune, je ne le dis pas de manière moqueuse à l'égard, mais qui était une sorte de famille, un club de personnes qui avaient, pour des raisons personnelles très particulières, eu l'occasion de travailler avec donc cet architecte. Il y a, j'en dirai un mot en 20 secondes, l'ouvrage que Raphaël de Saint-Pierre, qui était présente lors de ce travail, a évidemment
décrit de façon plus à la manière d'un historien de l'art. Mais là, c'était plutôt une sorte de groupe de familles, de gens qui avaient, pour l'essentiel, commandé des maisons aussi particulières que sont ces structures donc appelées bulles ou d'architecture organique. Enfin, il y a eu un débat sur la question de la terminologie avec ces personnes qui étaient toutes des gens qui avaient rencontré, vécu, travaillé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec Antilovac, puisqu'une des caractéristiques de sa pratique d'architecte était en gros de plus ou moins jamais terminer les maisons. Alors celle de Pierre Cardin l'a été un peu, mais on a ici quelques témoins et souvenirs de la maison du Rouréou à Tourette-sur-Loup, la maison Godet qui a été montrée, qui est évidemment son chef-d'œuvre, qui a été, je l'ai rappelé, je me suis permis de le rappeler, c'est pas spécialement pour frimer, mais qui pourrait être inscrite au livre des Guinness des records, puisque à la question qui est souvent posée, quel est le monument historique le plus récent, alors on dit oui, mais ce sont des constructions de 1970 ou autres, c'est évidemment la maison de Tourette-sur-Loup, puisque elle est la seule à avoir été protégée au titre des monuments historiques avant même d'avoir été achevée. Donc par définition, on ne peut pas être plus collé plus, il n'y a pas 2 ans de recul, 5 ans de recul. Elle a été inscrite dans le courant des années 90 au moment où elle n'était encore pas achevée et était présente l'architecte qui en a assuré, quand son premier propriétaire était mort, l'achèvement, entre guillemets, en tout cas sa continuation. Donc le sujet était extrêmement intéressant, peut-être un peu refermé sur lui-même, parce qu'il y avait une forme d'agiographie autour du personnage d'Antilovac. Et moi, je suis un peu intervenu parce que c'était un sujet qui m'intéressait, en essayant de dire, mais finalement, l'intérêt principal d'Antilovac n'est pas tant le fait qu'il se soit en permanence opposé au code, aux cultures architecturales. En revanche, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment cet architecte qui se disait une sorte d'autodidacte, était en fait évidemment extrêmement cultivé, connaissait avait une bonne connaissance de l'architecture moderne, du mouvement moderne et de l'architecture du XXe siècle, et transforme dans ses codes à lui un certain nombre. Je montrais comment, enfin je montrais rien, mais j'évoquais l'idée que la baignoire, dans la manière dont elle est constituée, c'est la baignoire de la villa du Pradet de Le Corbusier, enfin des choses qui sont et donc, il y a eu ensuite un débat avec l'intervention de Raphaël Saint-Pierre, qui a resitué, je regrette un peu, mais pardon, ce n'est pas du tout une critique aux organisateurs, que la présentation de Raphaël Saint-Pierre n'ait pas eu lieu en introduction, parce qu'elle-même a bien resitué quelle était la position d'Antilovac, en fait, dans un mouvement qui, d'une part, était bien plus large au niveau français et européen, contrairement aux habitants qui avaient l'impression qu'ils vivaient dans un unicum, qu'avant il n'y avait rien et qu'après il ne pourrait plus rien y avoir. Ça a été une des questions. Antilovac, au contraire, s'inscrit dans un mouvement bien plus complexe, et Raphaël Saint-Pierre l'a rappelé, français, avec Chanéac, Ozerman, Quell, enfin tous ces gens-là, mais bien au-delà, fondé sur des expériences américaines depuis l'entre-deux-guerres, les travaux de Maison Bulle sur structures gonflables en béton projeté faites par l'armée américaine pour répondre. Donc tout un ensemble de références assez pointues et extrêmement éclectiques, dont c'était bien sûr inspiré Ozerman. Tout cela a été très bien expliqué par Raphaël Saint-Pierre. Je reviendrai dans ma conclusion sur un lien amusant entre les différents chantiers. Alors, pour ma part, c'est la première journée. La deuxième journée, alors j'irai encore un peu plus vite, puisque là, on est tout frais et beaucoup sont des participants de cette journée, donc je ne leur apprendrai naturellement rien. Donc, le premier ensemble de communication donc par Daniela Peloso et Livio De Luca a porté sur, évidemment, un outil qui est devenu pour les architectes en général et pour les architectes patrimoniaux, architectes restaurateurs, conservateurs, architectes du patrimoine, peu importe l'appellation, qui est évidemment l'usage des nouveaux outils numériques. Cela fait longtemps que les systèmes de photographie d'abord, puis de photogrammétrie, puis les premières reconstitutions de modélisation 3D sont en usage dans le domaine du patrimoine.
La France a parfois été pionnière, d'ailleurs, dans le sujet, et d'un bout à l'autre de la chaîne, évidemment, de l'action patrimoniale. Depuis les premières analyses, depuis les premières études à caractère archéologique, et c'est, je crois, puisque c'est un des ateliers, je connais bien, assez bien leur travail, mais je n'y étais pas, que Daniela Peloso a présenté plutôt sous l'aspect de l'archéologie, et Livio De Luca plutôt sous l'aspect, évidemment, du travail de l'architecture et du monument en élévation. Donc, un travail évidemment très intéressant. Il faut savoir que le laboratoire de Marseille, donc de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, dans lequel il travaille, est en lien avec deux autres laboratoires dans deux autres écoles d'architecture de France, extrêmement pointe sur le sujet, et évidemment avec un intérêt tout particulier qui est d'être en permanence à cheval entre ce qui est travail sur l'architecture patrimoniale et en même temps des outils à l'usage aujourd'hui assez courant des architectes, avec néanmoins une quantité de questions, c'est-à-dire peut-être plus encore de questions que de réponses apportées sur non seulement évidemment les méthodologies à mettre en œuvre, mais sur l'évolution, la rapidité de l'évolution des techniques qui en soi, à peine a-t-on fini d'utiliser un système il est déjà obsolète, donc avec des obligations d'adaptation, arriver à une lourdeur, une richesse, enfin selon le point de vue dont on se place, d'informations qui est absolument considérable, mais qui souvent dépasse la capacité d'usage de ceux qui après dans la vraie vie auront à s'en servir, et avec une sorte presque de risque de science-fiction, de petit à petit aller de plus en plus vers le virtuel au détriment de ce qu'est la réalité physique, voire presque sensuelle du monument. Mais toute question dont évidemment les intervenants sont plus que tout autre parfaitement conscients. Alors, sur un sujet assez radicalement différent également, il y a eu ensuite cet atelier sur la question de la transition énergétique, alors qui était tout à fait passionnant, alors en plus qui m'amusait, parce que nous revenions avec quelques-uns d'entre vous de la visite du bâtiment donc, de Frank Gehry et de la Fondation Luma, et qui nous présentait l'édifice comme étant un édifice, évidemment aujourd'hui, tout édifice, a fortiori dans une culture suisse-américaine, se veut exemplaire sur le plan de la démarche en matière d'énergie, de performance. Et là, nous entendons successivement des gens que je connais bien et avec qui nous avons souvent l'habitude de travailler, qui était d'abord Tony Marshall pour Maison Paysanne de France et qui nous a expliqué le travail de fourmi, mais régulier et intéressant qu'ils font avec d'autres organismes à caractère scientifique, notamment le Centre d'études techniques de l'équipement de l'Est. Et il nous a présenté rapidement le programme Battant qui montre que finalement un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Évidemment, on arrive aujourd'hui par des méthodes analytiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, à démontrer qu'une architecture traditionnelle, ayant sa forme d'inertie, orientée d'une manière un tout petit peu intelligente, les maisons adossées les unes aux autres, etc., alors même que les modélisations et les logiciels, soi-disant très développés il y a quelques années, arrivaient à des conclusions comme quoi ces édifices étaient des gouffres d'énergie, totalement en contradiction avec ce qu'était la facture énergétique payée par les gens pour se chauffer à l'intérieur. Donc, exercice tout à fait intéressant. Il nous a présenté également l'expérience Ateba, qui est quelque chose d'assez pratique, pédagogique, qui, sous forme de fiches, développe, et d'une manière très grand public. On n'est pas là dans la recherche de pointe, mais dans un développement de pratiques, de bon sens, d'analyse, du cas par cas. Donc arriver à par des méthodes relativement douces, intelligentes, mais parfois novatrices, ça n'est pas simplement par nostalgie, à développer des pratiques qui arrivent à peu près. Évidemment, l'exercice, il est simple à dire, compliqué à réaliser. C'est comment à peu près conserver, je dis à peu près, les caractéristiques patrimoniales, physico, chimiques, je sais pas quoi, structurelles, esthétiques d'un bâtiment, et en même temps améliorer, quand c'est nécessaire, certaines performances.
Et ensuite, les intervenants suivants ont abordé d'une manière, ont abordé le sujet sous un autre aspect. Antoine Brugrol, tout d'abord, qui est parmi nous, et qui a présenté un exemple tout à fait convaincant, enfin en apparence comme ça en tout cas, même si on l'avait déjà eu l'occasion de l'entendre, qui est l'étude qu'il a faite, qui est une étude essentiellement dans un objectif thermique, enfin, à Bayonne, et qui l'appelle analyse du cycle de vie, et qui consiste sur un îlot de bâtiments dont l'objectif est d'arriver à les réhabiliter, de voir comment, sur 30 ans, au travers de grandes phases successives que sont le chantier, l'utilisation et la fin de vie, on peut, en rentrant dans une mécanique, il nous l'a expliqué de façon simple, mais je suppose que derrière c'est un peu compliqué, en rentrant tous les paramètres, mais en allant loin, c'est-à-dire sur l'origine des matériaux, le nombre des kilomètres qu'ils avaient fait pour parvenir, donc le bilan carbone. C'est pour ça que je souriais en pensant à la Fondation Luma, où quelques minutes plus tôt, on nous expliquait que dans ce bâtiment bioénergétique, la poutre en acier de la grande salle vient du sud de l'Espagne, mais les verres viennent de Tchécoslovaquie, mais une partie des composants sont fabriqués au Canada, tandis que les coques en inox vont l'être plutôt dans le Massif central, enfin, etc. Donc évidemment un chantier qui est l'archétype du chantier de la mondialisation, à tout point de vue, ne serait-ce que par ses équipes de maîtrise d'œuvre. Mais vous voyez ce type de confrontation assez amusante. Et donc Antoine Brugrol, au travers de l'exemple, nous montrait d'abord l'aspect analytique de la chose. Donc au début, j'avais écrit AVC, mais c'est pas AVC, c'est ACV, pardon, mais c'est mnémotechniquement, je me dis qu'on peut s'en souvenir. Et avec, au-delà de l'aspect, disons, en amont, qui est simplement l'aspect d'analyse, parce qu'on a toujours envie de dire, bon, tout ça c'est bien joli, mais après, dans l'opérationnel, comment ça se passe, et comment, in fine, l'opération, c'était, tu me pardonneras si je trahis tes propos, mais c'était soldé par un surcoût global de 328 €, je l'ai noté, hors taxe le mètre carré, ce qui évidemment n'est pas négligeable en termes de coût de construction, mais en même temps, par rapport à, d'une part, l'enjeu patrimonial et d'autre part, un retour sur investissement qui est celui, évidemment, des économies d'énergie substantielles procurées, est quelque chose qui n'est quand même pas du tout hors d'échelle. Alors après, le temps lui a un peu manqué pour nous parler, mais d'expériences qu'on aurait aimé entendre un peu plus longuement, notamment un travail très intéressant sur la question de l'adaptation des menuiseries anciennes des façades de l'hôtel de ville de Bayonne. Uzès a été traité très vite, et alors encore plus vite, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous travaillons ensemble là-dessus, qui est la question de l'architecture en général, mais en particulier de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle dans la ville de Cayenne, donc en Guyane, et qui pose à la fois des questions extrêmement complexes et intéressantes de conservation du patrimoine d'une architecture du XXe siècle à une échelle qui est quasiment celle de l'architecture d'une ville, et évidemment confronté à une question radicale de compatibilité avec des performances énergétiques dans un milieu qui ne vous aura pas échappé, est un milieu équatorial, donc par définition un peu plus. Alors là, la question, c'est sûr, n'est pas celle de se réchauffer, pas de problème, mais par contre d'avoir un peu de frais, et comment une ville moderne se construit à partir des années 1946-47 jusque dans les années 60, dans des typologies à la fois modernistes, mais appuyées sur des références traditionnelles, avant que la climatisation n'intervienne. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que les écoquartiers que la maire de Guyane nous expliquait vouloir faire, nous lui montrions ce qu'était pas un écoquartier à venir, un écoquartier qui avait été réalisé dans les années 1950, parce que, encore une fois, en 1950, on est juste, pas aux États-Unis, mais en tout cas dans cette culture française exportée en Amérique du Sud, qui était celle de la construction avant la climatisation.
Donc, et puis, donc, une dernière intervention, un peu atypique mais intéressante, que Simon Darve-Blanc, que je ne connaissais pas, mais qui, donc, sous un angle très, très différent et assez à la fois attachant, mais assez interrogatif, en tout cas à l'égard de nous autres, qui sommes plus dans la réflexion intellectuelle et dans les grandes phrases, qui était le point de vue d'un tailleur de pierre confronté à cette question, comment je fais, est-ce que je me limite à la pierre, son envie de développer d'autres approches et d'autres pratiques, l'usage d'autres matériaux, en disant je suis parti de la taille de pierre, mais d'une part, j'ai envie d'utiliser mon savoir pas seulement pour restaurer des châteaux et des cathédrales, même si j'ai bien compris, ça reste malgré tout son cœur de métier, mais aussi pour développer, et je pense que c'est une piste sur laquelle on pourra évoquer un mot de conclusion, ce qu'est aussi peut-être l'usage de la pierre dans la construction. On sait qu'il y a, alors lui n'est pas architecte, mais peu importe, des gens qui réfléchissent aujourd'hui à ce que pourrait être, et une conférence de Gilles Perrodin à Marseille il n'y a pas longtemps, vous savez que c'est un des architectes français assez connu, qui s'est spécialisé pas du tout dans une démarche patrimoniale, dans une architecte contemporain aujourd'hui qui construit en pierre massive. Et donc Simon Darve-Blanc nous a présenté un certain nombre de choses, dont l'une qui m'a particulièrement intéressé, pour une raison que je vous dirai tout à l'heure, mais qui est son projet de charpente en pierre. Alors c'est vrai que la charpente en pierre, enfin la construction de charpente en pierre n'est quand même pas une pratique très, très habituelle. Donc j'espère que je n'oublie personne et je saute du coq à l'âne. En deux mots, parce que je n'ai participé à cette table ronde, enfin, ou cet atelier que quelques minutes, qui s'appelait Créer de la valeur, c'est bien, capter de la valeur humaine permet d'en créer davantage. Je crois que le titre résume à peu près tout, donc vous avez tout compris. Il s'agissait, pour l'essentiel, d'aborder sous un angle, alors ça n'a pas grand-chose, enfin, le sujet est très différent des autres thèmes abordés, comment, dans une pratique de la visite des édifices patrimoniaux, donc que l'on soit dans le domaine des monuments ou que l'on soit dans le domaine des musées, c'était plutôt orienté sur les musées, tout l'ensemble des questions qui tournent autour du rapport entre institutions muséographiques, enfin de gestion de l'élément patrimonial et public, et en particulier au travers des démarches commerciales. Et évidemment, la question des prix, des coûts, des systèmes de billetterie et tout ce qui entoure ce que l'on appelle aujourd'hui les produits dérivés, était au-delà, évidemment, peut être vu comme une sorte d'approche totalement mercantile de la question, et ça n'a pas manqué. Il y a eu des questions en disant, moi je suis scandalisé quand je vais dans un musée qu'on me vende un crayon Van Gogh à un prix exorbitant, mais en même temps, sujet qui est sans doute bien plus profond que ce qu'il n'y peut paraître. La dimension économique est évidemment importante, mais ça n'est pas seulement cela, c'est cette question d'appropriation, cette question d'identification du public au lieu patrimonial, et en quelque sorte cette manière, par le biais de l'achat, d'emporter une forme de l'objet que l'on sait plus ou moins approprier. Donc des questions à la fois d'ordre presque sociologique, et donc malheureusement je n'en dirai pas beaucoup plus sur l'affaire, n'y ayant qu'assez peu participé. L'atelier suivant et avant-dernier, on arrive bientôt au bout, je vous rassure, donc était l'apport du numérique à la muséographie. Alors, il s'agissait au travers de deux exemples qui sont assez proches sur le plan régional. L'un ici, qui est le projet du musée Arlatin, donc à Arles, qui est en cours. Hein, l'opération n'est pas encore, elle va commencer, mais elle n'est pas encore faite. Et une autre qui est un peu plus avancée, mais qui n'est pas non plus achevée, qui est le musée de la Romanité à Nîmes. Donc, il y a eu là, je ne veux pas dire dans une approche plus classique, mais la présentation de plusieurs professionnels sous des angles différents, à la fois responsables des collections conservateurs, responsables de projets numériques, à la fois du côté de la maîtrise d'œuvre et à la fois du côté de la maîtrise d'ouvrage, qui nous ont présenté leurs expériences.
le musée de la Romanité n'y voyait aucun aspect critique, mais était, disons, une présentation tout à fait intéressante, mais assez classique, de ce que l'outil numérique pouvait, dans une palette extraordinairement large, évidemment, apporter de valeur ajoutée à la compréhension, que cela soit en restitution d'édifices disparus, en compréhension des trames archéologiques, en simulation du fonctionnement des métiers de l'Antiquité. Enfin bon, toutes choses tout à fait passionnantes, mais qui, évidemment, technologiquement sont à développer. Et c'est là aussi sans doute plus facile à dire qu'à faire, mais qui était, mais de manière illustrée et solide, une présentation intéressante. Et puis, alors, un autre aspect, même s'il y a eu un moment, un côté un peu peut-être polémique sur la place de chacun des acteurs, mais c'est un sujet qui n'est pas inintéressant, chacun des acteurs d'une opération de maîtrise d'œuvre, comment se positionne l'ingénieur par rapport au responsable du numérique, par rapport au conservateur, avec cet architecte un peu tyran qui veut tout régenter, et puis de toute façon un maître d'ouvrage qui veut que ça coûte moins cher. Mais ce qui était intéressant dans le propos était pour le musée Arlatin, puis on est à Arles, dans un site qui est à la fois, j'ai envie de dire, triplement extraordinaire. Il l'est par la nature des collections, mais bon, ça, on connaît les collections du musée Arlatin. Mais d'autre part, parce qu'est dans l'histoire à la fois des musées d'ethnologie et de la place particulière qu'a le musée d'ethnologie d'Arles, enfin, d'Arlatin dans Arles, et en plus, le cas tout à fait extraordinaire d'un lieu qui est d'une complexité patrimoniale, alors au sens physique et premier du terme incroyable, puisque on a un substrat mis en scène de l'Antiquité qui est quelque chose de très largement inventé d'ailleurs, avec des éléments rapportés, mais qui est saisissant quand on rentre, l'église médiévale qui est à l'arrière, les bâtiments de s'étalant jusqu'au 19e siècle, et au milieu de tout ça, l'invention d'un musée d'ethnologie parmi les premiers, des musées les plus pionniers d'archéologie en France, et avec donc le numérique permettant tout à la fois d'arriver, je ne sais pas s'ils y arriveront, j'espère, de montrer ce qu'est le musée du musée, puisque la destruction du musée d'ethnologie est pour moi une forme de crime patrimonial, puisque d'une certaine manière, le musée Arlatin, ce qu'il fallait faire, c'était le cristalliser dans son état le plus absolu comme témoignage, mais bon, ça n'était pas possible, plein de raisons évidentes, et donc le numérique sert à construire cette idée du musée du musée, du musée sur un musée d'ethnologie qui lui-même, non pas dans ses collections, mais dans la manière dont ses collections étaient organisées, avait une dimension patrimoniale, peut-être pas mythique, mais en tout cas exemplaire. Et puis de l'autre côté, cette complexité inouïe des bâtiments, à peu près incompréhensible, entre la strate antiquité, cette sorte de ruine romantique, évidemment liée à des personnalités allant des architectes de l'opération au 19e, en passant par Frédéric Mistral, et Véran, etc. Bon, je ne vais pas faire un baratin là-dessus. Donc là où l'usage du numérique, d'une manière un peu plus probablement était encore plus utile pour faire comprendre des choses qui le sont assez difficilement. Alors, je ne parlerai pas longtemps de la dernière donc communication, qui, vous l'avez compris, évidemment se plaçait, mais de manière très 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 intéressante, en marge pour une partie, mais malgré tout avec des questions qui ne sont pas sans faire résonance avec ce que l'on avait entendu depuis 2 jours, autour de cette notion de piratage d'une icône de l'art mondial. Évidemment, le buste de Nefertiti de Berlin, c'est une des choses les plus connues, et avec donc une forme de performance artistique à la fois pleine d'humour, dans la manière quand même d'arriver à capter des images numériques volées derrière l'écharpe qui est quand même assez rigolo, et qui, au-delà de ça, pose toutes les questions. La décontextualisation d'un objet au moment où tout le monde ne parle que de questions de contextualisation, pour ne pas parler évidemment des dimensions à la fois politiques, voire coloniales de ce qu'a pu être, ce qui a été évidemment développé. Toutes les questions ayant trait, ça a été rappelé d'ailleurs au travers de quelques questions, ayant trait aux notions d'authenticité, d'originalité. Mais qu'est-ce que veut dire aujourd'hui l'authenticité, l'intégrité et cette notion d'originalité, à un moment où
l'objet pouvant être multiplié, quel sens a la notion de domaine public, évidemment, allant très loin jusqu'à une manière un peu stimulante intellectuellement, même si les conservateurs dont je suis n'ont pas nécessairement envie de voir exploser toutes les collections de la planète, pose la question de ce qu'est l'identité d'une collection. Donc des sujets, un sujet qui pourrait être, je le disais en plaisantant, l'objet, ça a déjà été le cas, de colloques à part entière. Alors, je vais conclure, parce que là, donc, je pense avoir à peu près rapidement, pardon si j'ai été un peu long, mais enfin, je ne voulais excuser personne. Deux, trois remarques, pardon. Deux, trois remarques personnelles, sans prétention particulière, mais autour, j'évoquais tout à l'heure en quelques mots cette idée de contradiction. C'est un peu ce qui m'a frappé en allant un peu d'un atelier à un autre, en n'écoutant pas forcément tout, mais enfin, je pense avoir à peu près compris ce qui voulait être dit. Comment, et ça interroge évidemment l'organisation d'un colloque comme celui-là, et je remercie enfin les organisateurs d'avoir donc mis côte à côte des sujets qui peuvent paraître à première vue assez éclectiques, assez différents, et on a vu que parfois il n'y avait pas la porosité que l'on pourrait espérer, mais malgré tout, cela veut dire qu'il y avait déjà des mises en contact de publics différents et qui se retrouvent tous, et c'est alors peut-être est-ce une banalité épouvantable, mais malgré tout confrontés chacun dans leur domaine, et je veux juste en donner quelques exemples en pré-conclusion, de contradictions dont on a le sentiment qu'elles passent leur temps à s'amplifier en permanence, évidemment rendant plus complexe la vie de tout un chacun, quelle que soit son implication professionnelle dans le domaine du patrimoine. Alors, comme premier thème général, c'est cette question, je l'évoquais un peu tout à l'heure, et c'est Botton qui m'en avait donné l'idée, dans le même temps que la connaissance augmente, la connaissance des choses et sur des sujets différents, lui évoquait la connaissance, par exemple, en matière d'identification, diagnostic, caractérisation des pierres. Donc, des progrès considérables liés à la question de la science, aux nouvelles technologies, à l'usage, je ne sais pas quoi, qu'un microscope à balayage électronique, il y a 50 ans, il y en avait deux en France, maintenant, un laboratoire de province peut en avoir un, enfin bon, etc., plein de choses évidentes. Donc, une augmentation considérable de la connaissance, dans le même temps que, finalement, il devient de plus en plus compliqué d'agir. Et donc, des sortes de points de rupture, on a envie de dire. Je pose la question, j'ai pas de réponse, hein, évidemment, mais qui doit nous interroger. Et on a quand même le sentiment que le monde fonctionne de plus en plus comme ça, c'est-à-dire à deux vitesses. Et Dieu sait s'il y a d'autres domaines dans lesquels c'est vrai. Mais je ne dis pas qu'avant le niveau de la connaissance était en harmonie parfaite avec le niveau des pratiques, mais un sentiment que les pratiques ont tendance à parfois un peu régresser. Je ne dis pas que les praticiens régressent, mais l'exemple des carrières est typique. On connaît de mieux en mieux ce que la pierre au micro-millimètre près, en échange de quoi on n'est plus capable de trouver une ardoise qu'il y a 30 ans, on trouvait basiquement à peu près partout. Et la même chose avait l'air de se poser en matière de numérique. On arrive à des possibilités techniques à peu près inouïes sur le plan de la représentation stratifiée, de l'intégration de données et de données de toute nature. On va croiser des données historiques, des données archivistiques, des données de constat d'état, enfin, etc. Bon, des choses absolument admirables qui pourraient, le rêve de ce qu'aurait été un restaurateur d'il y a un siècle, au moment où, je dis n'importe quoi, mais la baisse des crédits ou les problèmes de réglementation rendent de plus en plus compliqué le fait de faire même le basique. Donc vous voyez des contradictions entre eux, je ne développerai pas plus longtemps, mais qui sont intéressantes. Des contradictions naturellement, alors sur le plan et dans le domaine général, et ça serait même trop facile de faire de l'humour là-dessus, donc je n'en ferai pas, mais sur la question des multiples contradictions que nous avons tous les jours sous les yeux dans le domaine de la performance énergétique,
Bon, j'évoquais celle de tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, entre une architecture mondialisée qui se défend d'être, et je ne critique en rien le travail extraordinaire de l'équipe de la Fondation Luma, hein, c'est pas du tout ça, mais comment, dans le même temps, on a un discours sur l'économie d'énergie, les performances, etc., et en même temps, sans doute, un bilan carbone. Et c'est à Antoine Bruguerol que je dis ça. Je propose un exercice qui serait de faire l'ACV du bâtiment de la Fondation Luma. Donc chantier, utilisation, fin de vie, c'est sans doute un peu prématuré, mais ça serait intéressant de calquer une sorte de grille du type de celle que tu nous as présentée ce matin sur un bâtiment comme ça. Je n'ai pas d'idée préconçue, mais ça pourrait être un exercice, assez amusant. En matière d'isolation, autre paradoxe, on a vu, et Tony Marshall nous le montrait ce matin, que grosso modo, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il nous montrait une courbe assez intéressante. Je n'ai pas eu le temps de la photographier, mais elle est assez marrante. Un grand plat depuis des siècles jusqu'à la Première Guerre mondiale, où en gros, les questions de consommation énergétique, c'est un encéphalogramme plat. C'est à peu près toujours pareil. Tout d'un coup, un immense pic qui évidemment va correspondre à l'évolution des modes de construction, de chauffage, enfin tout ce que l'on sait tous, grosso modo, qui débute dans l'entre-deux-guerres, mais qui atteint évidemment des pics au moment des années 50-60, enfin 50, puis 60, le mythe d'une époque où l'énergie est facile, ne coûte pas cher, le mythe de l'électricité produite par le nucléaire, etc. On connaît tout ça. Et puis, crise de 73, pof, ça retombe. Et aujourd'hui, en gros, après plein de péripéties, on arrive tant bien que mal, avec des efforts inouïs, à revenir à ce qu'était l'état des performances de 1914. Bon, donc c'est pas mal comme truc. Donc jusque-là, on se dit, bah oui, c'est intéressant. Mais, évidemment, le risque, et c'est là où j'évoque la question du paradoxe, le risque aujourd'hui, par rapport à ce qu'est un discours politique. Tony Marshall nous expliquait que son pire ennemi en matière aux maisons paysannes de France, je le dis en souriant, hein, c'est pas une attaque à l'égard de qui que ce soit, mais c'était les écologistes qui, eux, ont une telle préoccupation de vouloir arriver à un niveau arithmétique de performance que peu importe à la limite que l'on mette des isolations sur tous les bâtiments de France et de Navarre, ça permettra de réduire la consommation de pétrole et la facture électrique et nucléaire. Donc c'est la bonne voie. Naturellement, les patrimoniaux que nous sommes me disent ben non, c'est évidemment pas la bonne voie pour l'architecture en général, ancienne ou pas. Mais et c'est là où le lien avec Antilovac, mais sur bien d'autres sujets, évidemment, était flagrant. C'est qu'une des questions qui a été posée dans l'atelier Antilovac hier, c'est la question des performances énergétiques de ces bâtiments, qui sont évidemment catastrophiques. D'abord, parce qu'elles ont été construites à une époque où, dans la plupart des cas, ça n'était pas trop la préoccupation. Le chauffage était facile et pas très cher. Qu'en plus, la plupart des maisons sont habitées par des passionnés absolus, donc qui peuvent se permettre d'avoir un peu froid l'hiver et un peu chaud l'été. Mais il n'empêche, et évidemment, comment imaginer de rendre une maison, enfin, je ne sais pas ce que pourrait donner une isolation par l'extérieur des maisons d'Antilovac ou aménager des doubles vitrages sur les coques en verre hémisphériques qu'on ne peut déjà plus remplacer. Mais enfin, voilà des questions. Ça, c'était une toute petite échelle. Mais à une échelle encore bien plus importante, c'est toute la question de la conservation, mais dans un sens intelligent, pas mimétique, systématique ou brutal, de toute la production architecturale du XXe siècle et des années 50-60, qui est sans doute aujourd'hui une des questions patrimoniales les plus préoccupantes. On a à peu près émergé aujourd'hui de la question de la reconnaissance culturelle de l'architecture du XXe siècle et de sa deuxième moitié. Il y a encore beaucoup de gens qui trouvent ça moche, bon, mais évidemment, mais les progrès sont considérables. En revanche, si on arrive à peu près à convaincre que d'abord toutes les tours et les bars ne se valent pas, que certaines, et il y a évidemment à construire une culture critique par rapport à cette architecture que l'on qualifie un peu brutalement des 30 glorieuses, mais avec comme principale préoccupation celle de l'habitation collective, de l'habitat collectif des 30 glorieuses, évidemment confronté
à la question de la performance énergétique, l'exercice est terrible. Parce que si l'on sait, il y a des réponses, il y a des gens qui y travaillent et qui font des choses exemplaires. Mais malgré tout, c'est encore trop souvent aujourd'hui le prétexte à dire, vous comprenez, ce bâtiment de 1958, alors d'abord, c'est une passoire énergétique, deuxièmement, il est bourré d'amiante, donc il n'y a qu'une solution, c'est de le foutre en l'air. Donc on voit comment un travail, et aussi généreux, bien intentionné que battant, ne doit pas, par une courbe qui évidemment est spectaculaire et qui a un sens profond, arriver à la conclusion mécanique qu'en gros, il faut écréter la courbe et que pour écréter le grand pic des 20 années, la seule solution, et c'est souvent celle qui est proposée, c'est de faire sauter ou quand on ne les fait pas sauter, de les transformer de façon tellement radicale que de toute façon, le sens qu'ils avaient au départ n'existe plus après, et donc peut-être il aurait mieux valu les supprimer purement et simplement. Bon, je ne veux pas insister, il faut que j'achève. Le troisième sujet de contradiction que j'ai un peu relevé, enfin, nous étions peu nombreux à vrai dire, c'est dans l'avant-dernier atelier sur la question, alors qui était autour des questions des produits dérivés et autres. Alors on est arrivé un peu en retard, il y avait très peu de monde, il devait être 5, donc le débat était assez confidentiel, mais c'est une contradiction entre la valeur patrimoniale et la valeur d'usage. Et c'était assez intéressant, et il y avait une des responsables de festival de danse à Arles qui, à un moment donné, dans la toute petite discussion, disait « Oui, mais vous comprenez, enfin, je sais qu'il y a des représentants ici, donc je le dis avec toute la prudence qui s'impose, il y a nos amis du patrimoine derrière. » Alors je lui dis « Oui, mais vous voulez dire quoi par nos amis du patrimoine ?» Elle dit « Oui, vous voyez, dans le théâtre antique, en réalité, rien n'a été conçu pour permettre l'usage comme lieu de spectacle de l'édifice. » Alors moi, ça m'étonne parce que j'avais, dans une vie antérieure, un peu travaillé sur toute cette question de la scène qui doit se déplier, permettant de comprendre les substructions archéologiques, et puis que l'on peut remettre donc au moment avec de manière très 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 aisée les grands mâts qui avaient été conçus pour pas avoir à faire un système de potence à chaque fois. Elle me dit rien de tout cela ne fonctionne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Sans doute il y avait de sa part un peu d'aigreur, mais c'est malgré tout une question là aussi qui ne peut pas ne pas être prise en compte. Alors je ne sais pas, Bouzid pourrait peut-être nous le dire, si le système de scène coulissante fonctionne ou pas. Elle avait l'air de dire qu'il ne marchait pas. Enfin, tu pourras répondre après. Je vais avoir fini. Mais non, mais c'est juste, on en parlera entre nous. Mais si je parle de cela, c'est parce que cette question, et qui est quand même au cœur de toutes nos préoccupations, malgré tout, parce que l'on fasse un musée, que l'on fasse, il y a bien une valeur d'usage dans l'édifice, et cette question qui revient de manière assez récurrente, de contradiction entre le travail de conservation patrimoniale, qui est aujourd'hui plutôt admis dans nos sociétés. On est dans une société où le travail de respect, de conservation patrimoniale, il y a évidemment des transgresseurs, il y a évidemment des voyous, mais grosso modo, on est dans une société à la surface du monde qui est parmi les plus respectueuses, les plus protectrices. Il suffit de se balader un peu à droite et à gauche dans le monde pour voir que Dieu sait si ça n'est pas le cas partout. Mais malgré tout, cette question de la valeur d'usage. Donc voilà, je voulais évoquer ces questions de contradiction, et pour conclure, et cette fois-ci la conclusion de la conclusion, c'était de suggérer, et je pense que c'était une très bonne idée, et c'est une très bonne idée, de convier des publics variés, s'intéressant à des sujets qui, malgré tout, on le voit, ont des sujets de recoupement qui ne sont pas artificiels, enfin je le crois, qui ne sont pas purement inventés par rhétorique de ma part pour montrer que tout ça est génial, mais qui sont des sujets qui se croisent. Et donc peut-être continuer dans cet esprit-là, mais peut-être en le facilitant, parce que, alors évidemment, on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas envie à aller écouter. Les gens de la pierre ne s'intéressaient peut-être pas beaucoup à Antilovac et réciproquement, mais peut-être ne serait-ce que par une organisation dans le timing, dans le programme, permettre de faciliter un peu plus, parce que là, comme c'était en parallèle, ça amplifiait encore un peu le fait qu'il y avait une forme de... On peut parler de ségrégation, c'était eux-mêmes qui l'avaient voulu, naturellement. Personne n'était empêché d'aller écouter, mais malgré tout, parce que je crois, et c'est une des pistes assez bébêtes, mais qu'une des manières
non pas de répondre, mais en tout cas de prendre en compte cette question des contradictions, c'est d'abord et aussi surtout de croiser des cultures. Parce qu'évidemment, le problème, comme toujours dans la vie, c'est que chacun est un peu dans son métier, persuadé que c'est le seul qui est important par définition. Et comme les difficultés de son propre métier sont réelles, la tendance est évidemment de ne pas nécessairement regarder à la fois quelles sont les préoccupations du voisin, et peut-être aussi de se rassurer en se rendant compte que plus souvent qu'on ne le croit, il y a dans ces domaines des interpénétrations et des sujets qui peuvent être réfléchis. Et vraiment, je pensais aux questions d'isolation entre... Je ne suis pas sûr que Maison Paysanne de France réfléchisse beaucoup au devenir des bulles d'Antilovac, mais je serais très intéressé, ce n'est pas une boutade, je serais très intéressé de croiser, et là ils étaient l'un à côté de l'autre, mais il n'y a pas eu cette porosité, de croiser ces deux approches. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une des questions essentielles. Et les derniers mots, parce qu'il faut bien que je fasse de la pub pour la revue Monumentale, Gilles Martinet m'a présenté, mais au-delà de la pub quand même, un peu plus profond, m'a présenté comme rédacteur en chef de la revue, ce qui est vrai. Donc il y a, pour ceux qui veulent l'acheter, bien sûr, c'est disponible, le numéro avec le dossier sur Arles, qui essayait, donc c'est le dernier numéro qui est sorti il y a quelques mois, et qui essayait de balayer sur une ville complexe comme Arles l'ensemble du spectre des questions relatives à l'architecture et au patrimoine que la ville a traversé dans les 15 dernières années. Donc ça va des questions de l'archéologie à la question de la construction de la tour de la Fondation Louma, mais en passant, et c'était le motif principal, la grande restauration qui, après 15 ans, venait de s'achever du cloître de Saint-Trophime, mais aussi sur le secteur sauvegardé, aussi, enfin, sur la question de la reconnaissance, de l'identification et de la publication, dont le livre est également là, autour de l'architecture moderne de la ville d'Arles, qui, vous le savez, a été un laboratoire dans le courant du XXe siècle, pour diverses raisons, mais en particulier à cause de la question de la reconstruction liée au bombardement de 1944. Donc essayer de montrer, et je pense que c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant dans nos métiers patrimoniaux, comment ce n'est pas un archéologue qui est contre les monuments historiques, qui lui-même s'affronte avec l'urbaniste, qui lui-même, mais qu'au contraire, il y a là une forme de culture partagée, et c'est un peu, à chaque fois que l'on le peut, l'objectif de la revue. Une fois que j'ai fait cette pub peu intéressante, mais malgré tout, j'espère efficace sur le numéro passé, c'est simplement pour parler de quelques numéros à venir. D'abord parce qu'il va y avoir un numéro qui va sortir sur les charpentes, mais j'ai bien compris que ça n'était pas le sujet, même si je regrette de ne pas avoir proposé un article sur la charpente en pierre, parce que ça aurait été un scoop dans le numéro qui sortira au mois de juin. Mais ce sont sur les numéros qui suivent, pas le numéro d'après qui va porter avec un dossier sur Bordeaux, mais les deux numéros suivants, et pour lequel j'ai proposé déjà à plusieurs participants à des ateliers de pouvoir travailler ensemble. Le premier est un numéro un peu particulier que nous voulons faire, qui serait une sorte de recension, pas du tout exhaustive et assez modeste dans son ambition, mais de recension des pratiques technologiques un peu, je suis modeste, innovantes dans le domaine du patrimoine, mais sur un champ qui serait un champ extrêmement large, c'est-à-dire pas seulement dans le domaine scientifique. Bien sûr, il y aura le domaine scientifique, mais donc dans tous ses aspects, avec les laboratoires, avec bon, tout ce que l'on peut imaginer, mais toutes les pratiques innovantes dans le domaine du patrimoine qui peuvent être multiples, qui peuvent aller des questions de conservation préventive, en passant par les questions de reconstitution numérique d'éléments de sculptures disparus rendus possibles par... Donc, vous voyez, une sorte d'outil un peu pédagogique qui fait sourire nos amis des laboratoires en disant mais tout ce que tu nous racontes là, c'est pas innovant du tout parce que ça fait déjà 20 ans. Donc pas forcément innovant pour des gens de recherche qui sont déjà passés à autre chose, mais qui sont des pratiques qui, et ça on en est certain, sont encore relativement marginales chez nos utilisateurs. Donc une vocation un peu pédagogique et plusieurs ateliers de ces 2 derniers jours. J'y avais déjà pensé, mais ça m'a évidemment conforté dans cette idée, y compris avec des pistes et des contacts déjà nourris. Et certains seront sollicités pour contribuer à cela. Donc ça sera un numéro. Et alors ça c'est sûr, c'est pas une hypothèse, enfin sauf si la revue a été supprimée entre temps, mais en tout cas ça c'est programmé et accepté au niveau du comité de rédaction. Et le deuxième sujet
et là, à ce moment-là, qui est encore plus dans le cœur de nos rencontres d'aujourd'hui, c'est l'idée que l'on avait évoquée lors du dernier comité de rédaction, qui serait de faire un numéro sur la pierre. Alors là aussi, ça fait sourire un peu certains en disant bah, attendez, la pierre, c'est un truc assez bateau. Il y a déjà eu plein de publications qui ont été faites par plein de revues associatives ou autres, mais qui serait aussi d'avoir une sorte de balayage à spectre très large, un peu comme ce qui a été fait, mais encore plus, tourné aussi vers l'architecture, la création architecturale. C'est l'écoute de la conférence de Perraudin m'en avait donné l'idée. Il y a beaucoup d'expériences qui se font aujourd'hui et où peuvent se croiser plein de choses. Travail archéologique, évidemment travail de restauration, mais travail de recherche et aussi travail dans le domaine de la création architecturale au sens le plus, et y compris dans des approches. La pierre est un matériau incroyablement utilisé par les modernes. On a tendance à dire la pierre est abandonnée, pas du tout. Il n'y a pas une des grandes architectures modernes qui, il y en a, mais la plupart, beaucoup, les grands bâtiments de Mies van der Rohe utilisent la pierre. Enfin, donc avoir une vue un peu large du matériau pierre dans ces différentes, et depuis la carrière jusqu'à la création architecturale la plus contemporaine, en passant par les expériences diverses, et on les connaît tous, de gens comme Pouillon, autres, évidemment, on connaît ça, mais avoir une sorte de travail sur ce que peut être l'actualité de la pierre. Ça n'est peut-être pas d'une originalité inouïe, mais je pense que ça pourrait en partie faire résonance au travail qui a été fait là, même si ça n'était pas l'exclusif sujet de ces 2 jours de rencontre, c'était quand même un de ces centres. Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai sans doute été un peu long, mais c'est parce que je ne voulais oublier personne. Et merci à ceux qui ont organisé tout cela de m'avoir invité. Plaisir d'avoir été 2 jours avec vous. Merci.